Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Explique-moi l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler des politiques de rigueur menées en Europe. Nous avions dit qu'en 2010, la crise de la dette éclatait dans la zone euro et que les États renforçaient leur politique de coordination budgétaire. Dans le même temps, ils mettent en place des politiques de rigueur. Nous verrons d'abord en quoi consistent ces politiques en théorie, puis nous verrons en quoi elles ont consisté en pratique. Enfin, nous verrons quels sont les résultats de ces politiques. Les politiques d'austérité, de rigueur ou de consolidation budgétaire consistent à donner la priorité en période de récession ou de crise économique à la baisse des déficits publics et de la dette publique. Les dépenses publiques diminuent, les impôts augmentent. L'objectif est alors de rétablir la confiance des agents économiques et des investisseurs. Plus précisément, plusieurs points sont donnés pour défendre ces politiques. D'abord, les déficits publics et la dette inquiètent les prêteurs. Ceux-ci vont alors refuser de prêter aux États, sauf avec des taux d'intérêt élevés. Et si les taux d'intérêt sont élevés, alors le montant de la dette publique à rembourser va augmenter. Ensuite, les entreprises ne vont pas investir à cause de l'incertitude générée par l'état des finances publiques. De même, les ménages ne vont pas consommer. En fait, il y a un effet Ricardo-Barreau, c'est-à-dire que les agents économiques anticipent que pour rembourser sa dette, l'État va alors augmenter les impôts. Ainsi, les entreprises, les ménages vont préférer moins investir, moins consommer et au contraire épargner pour pouvoir payer les impôts futurs qui seront plus élevés. Enfin, l'austérité montre que le gouvernement est sérieux, qu'il ne laisse pas ses finances publiques se dégrader. Pour résumer, l'austérité permet donc d'assainir les finances publiques, ce qui va redonner confiance aux agents économiques. La dette publique étant maîtrisée, ceux-ci n'auraient alors plus d'incertitude sur le montant futur des impôts, et donc la consommation et l'investissement repartiraient à la hausse. De plus, en 2010, Carmen Reinhardt et Kenneth Rogoff étudient l'effet de la dette publique sur la croissance du PIB des pays développés. Il conclut qu'une dette inférieure à 90% du PIB d'un État a un effet limité sur sa croissance et que les périodes où la dette publique est supérieure à 90% du PIB de l'État correspondent à des périodes de récession. Ainsi, de 1790 à 2009, en moyenne, la croissance annuelle passe de plus de 3% quand la dette publique d'un pays est inférieure à 90% de son PIB, à seulement 1,7% lorsque la dette publique est supérieure à 3% de son PIB. Et de 1946 à 2009, en moyenne, quand la dette publique d'un État est supérieure à 90% de son PIB, alors la croissance de cet État chaque année est en moyenne de moins 0,1%. Cette étude a servi de référence pour les politiques menées dans les pays européens. Ainsi, à partir de 2010, des plans d'austérité sont annoncés. Les impôts augmentent et des économies sont faites avec des baisses de dépenses publiques. Voyons ceci plus en détail. Les impôts augmentent. Ils sont passés de 38,4% du PIB de l'Union européenne en 2010 à 38,8% en 2011, 39,5% en 2012, pour atteindre 40,1% en 2017. La hausse est plus importante dans la zone euro, où les impôts sont passés de 39,2% du PIB en 2010
à 41,4% en 2017. Les hausses d'impôts représentent une hausse de plus de 1 point de PIB rien qu'entre 2011 et 2012 en Hongrie, en Bulgarie, en Italie, en Espagne, en Grèce, en France, en Belgique et au Luxembourg. Les dépenses publiques diminuent. Elles passent de 49,9% du PIB de l'Union européenne en 2010 à 48,4% en 2011 pour atteindre 45,6% en 2018. Dans la zone euro, elles sont passées de 50,6% du PIB des pays en 2010 à 49,2% en 2011 et 46,6% en 2018. Les plans d'austérité sont plus sévères dans les pays qui ont demandé une aide financière à la Troïka, composée de la BCE, la Commission européenne et du FMI. Ces pays sont la Grèce, l'Irlande, le Portugal et Chypre. Le pays le plus touché est la Grèce. Passons maintenant aux résultats de ces politiques de rigueur. Est-ce qu'elles ont permis de sortir de la crise ou au contraire, est-ce qu'elles ont aggravé la crise? La Commission européenne annonce des résultats positifs. Par exemple, en février 2015, elle prévoit que les pays les plus touchés par l'austérité devraient tous avoir une croissance supérieure à la croissance moyenne de la zone euro. Et à mesure que l'année passe, ces prévisions semblent se confirmer d'après la Commission européenne. La même chose est annoncée en 2016, puis en 2017. Par exemple, selon les prévisions d'octobre 2017, la croissance économique moyenne dans la zone euro, pour l'année 2017, devrait être, selon la Commission européenne, de 2,2%. Et tous les pays les plus touchés par la crise devraient avoir une croissance supérieure à cette croissance, puisque la croissance prévue est de 4,8% en Irlande, 3,1% en Espagne, 3,5% à Chypre et 2,6% au Portugal. Sauf bien sûr la Grèce, où la croissance annoncée n'est que de 1,6%. Mais voilà, les chiffres ne sont pas toujours réalisés. Par exemple, en Grèce, la Commission européenne prévoyait pour 2015, en février, une croissance de 2,5% pour l'année 2015. Lors de ses prévisions d'avril, elle ne prévoyait plus qu'une croissance de 0,5%. Puis, lors des prévisions d'octobre, elle prévoyait une croissance négative, une récession, de 1,4%. Finalement, la croissance de la Grèce en 2015 a été de moins 0,4%. Pour des économistes, au contraire, les résultats ne sont pas aussi bons que ce qui est annoncé par certains. Tout d'abord, un étudiant, Thomas Herndon, montre que l'étude de Reinhardt et Rogoff contient des erreurs de calcul. Avec ses professeurs Michael Ash et Robert Pauling, il montre qu'une dette de plus de 90% du PIB correspond en moyenne à une croissance de 2,2%, mais quand la dette se situe entre 90% et 120% du PIB, la croissance moyenne est alors plus élevée, puisqu'elle est de 2,4%. En revanche, quand la dette publique est de plus de 120% du PIB, alors la croissance devient plus faible, en moyenne elle n'est plus que de 1,6%. L'effet multiplicateur fonctionne également dans l'autre sens. Nous avions dit que l'effet multiplicateur montrait qu'une hausse des dépenses publiques entraînait une augmentation plus que proportionnelle du revenu national. Nous avions pris un exemple, nous avions dit, si l'État donne 1 000 € à une personne, cette personne va en dépenser une partie, par exemple 800 €, pour acheter une trottinette électrique. Le marchand de trottinettes électriques a alors un revenu en plus de 800 €,
il va en dépenser une partie, par exemple 700 €, pour acheter un bijou. Le marchand de bijoux va alors avoir un revenu supplémentaire de 700 €. Il va lui aussi en dépenser une partie, par exemple 450 €, pour acheter une télé. Le marchand de télé va alors avoir un revenu supplémentaire de 450 €. Au final, les 1000 € de départ ont donc donné un revenu de 1000 € à la personne qui les a reçus, de 800 € au marchand de trottinettes, de 700 € au marchand de bijoux et de 450 € au marchand de télé. Le revenu total du pays a donc augmenté de 2950 €. Eh bien, cet effet multiplicateur fonctionne également dans l'autre sens. Imaginez, si l'État décide de donner 1000 € de moins à une personne, eh bien, donc la première personne reçoit un revenu de 1000 € inférieur, du coup, elle ne pourra pas en dépenser une partie, par exemple 800 € pour acheter une trottinette électrique. Le marchand de trottinettes ne recevra alors pas un revenu supplémentaire de 800 €. Il ne pourra alors pas acheter un bijou à 700 €. Le marchand de bijoux ne recevra alors pas le revenu supplémentaire de 700 €. Il ne pourra alors pas en dépenser une partie, 450 € pour acheter une télé. Et le marchand de télé ne recevra pas un revenu supplémentaire de 450 €. Ainsi, au final, la baisse des dépenses publiques de 1000 € aura entraîné une baisse totale du revenu de 1000 €, ce que n'a pas reçu la personne de départ, plus 800 €, ce que n'a pas reçu le marchand de trottinette, plus 700 €, ce que n'a pas reçu le marchand de bijoux, plus 450 €, ce que n'a pas reçu le marchand de télé. Ainsi, la baisse de revenus totale aura été de 2950 €. Les prix Nobel Joseph Stiglitz et Paul Krugman critiquent l'austérité. Stiglitz écrit « Toute crise se termine un jour. Il ne faut donc pas conclure à la réussite d'une politique du seul fait de la reprise économique, mais l'évaluer à l'aune des dommages dus à la crise et du temps qu'il aura fallu pour en sortir. » Ils expliquent que la croissance économique n'est pas élevée, que la récession menace encore plusieurs pays, que le chômage est élevé. De plus, la baisse du prix du pétrole en 2014 et la baisse de l'euro par rapport au dollar ont favorisé la croissance avec une augmentation de la consommation et des exportations. Ensuite, les pays les plus touchés par la crise ont un PIB inférieur à celui de 2008. Par exemple, en 2015, les pays les plus touchés par la crise, excepté l'Irlande, ont tous un PIB plus bas qu'en 2008. Par exemple, la Grèce a un PIB 25% plus bas qu'en 2008. Encore en 2018, la Grèce, la Croatie et l'Italie ont un PIB moins élevé qu'en 2008. Le chômage est élevé. Plus du quart de la population est au chômage en Grèce et en Espagne en 2014, et encore en 2018, le chômage est d'environ 19% en Grèce et 15% en Espagne. La Grèce a connu 3 plans de sauvetage. En 2010, un premier plan de 110 milliards d'euros. En 2012, un deuxième plan de 237 milliards d'euros. Et en 2015, un troisième plan de 86 milliards d'euros. En même temps, il y a eu 9 plans d'austérité en 6 ans. L'austérité a été difficile à supporter pour les individus, et bien qu'elle ne dépende plus des plans d'aide depuis août 2018, le pays reste fragile et la population marquée par la crise. Le FMI a reconnu en 2013 son erreur. Il explique qu'il a mal évalué l'effet du multiplicateur. La hausse d'impôts et la baisse des dépenses a eu plus d'effet que ce qu'il pensait. En 2013, l'économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, avec Daniel Legge, estime que le multiplicateur aux États-Unis est de 0 en temps normal et de 2,5 en période de récession.
Alors, ils ne vont pas jusqu'à dire qu'il faut mettre fin à la consolidation budgétaire, mais ils défendent de la mettre en place avec discernement. L'Europe n'est pas encore sortie de la crise. Les économistes craignent en effet une nouvelle crise, notamment avec le ralentissement de la croissance économique annoncée en Allemagne en août 2019. La politique budgétaire est limitée puisque les États européens ne respectent pas les critères qu'ils ont renforcés et qu'ils font tout pour se désendetter. Il reste alors l'autre outil de politique économique, la politique monétaire. Nous verrons en quoi celle-ci a consisté dans un prochain numéro de Explique-moi l'économie.